Les meetings aériens sont toujours extrêmement populaires. Venir voir des avions de chasse ou des avions de collection voler les uns à côté des autres est toujours très impressionnant, mais demande beaucoup de travail pour les équipages, dont c'est généralement pas le métier principal. L'armée de l'air et de l'espace dispose des fameux ambassadeurs, mais tous n'ont pas l'entraînement de la patrouille de France, dont les pilotes consacrent plusieurs années de leur carrière à ces vols de démonstration. Entre le stress, le vol basse altitude, la pression et des fois le manque d'entraînement, mais surtout également la présence de nombreuses caméras, les images d'accidents aériens en meeting font le tour du monde. Aujourd'hui, il n'y aura pas mort d'homme, mais nous allons revenir sur la collision entre deux Mirage 2000 qui, si elle s'est bien terminée, est riche en leçons, quel que soit votre métier. Et juste avant d'attaquer notre vidéo, Comme vous le savez, dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, ta réalité ». Eh bien, notre partenaire du jour, ils sont là pour vous permettre de faire de meilleurs rêves. Ils veulent tout simplement vous amener à découvrir une nouvelle façon de dormir. Il s'agit d'Emma, et il se trouve que nous sommes actuellement dans la Sleep Week 2025. C'est jusqu'au 27 mars. Vous allez avoir jusqu'à 50%. sur tout le site, et avec notre coupon ATCHUE, eh bien vous aurez 10% de réduction supplémentaire au-dessus de 300 €. Et il se trouve bien que Emma il vous propose des matelas, comme par exemple l'Hybride 2, qui a été le meilleur matelas testé en France en 2023, l'Hybride Premium 2, Avec une régulation de la température, mais également 7 zones ergonomiques. et surtout, faut pas oublier tous les accessoires autour, comme par exemple l'oreiller Nuage Elite, qui a été tout simplement élu produit de l'année 2025. À côté de ça, vous avez également des couettes, Et jusqu'au 21 mars inclus, si vous prenez un pack complet. le lit coffre, le protège matelas, la couette 4 saisons, 2 oreillers original premium, et bien vous avez tout simplement le matelas original 2 offert. Alors attention, le matelas est offert uniquement lors de l'achat du pack complet. Si vous souhaitez retourner la commande, parce que vous pouvez retourner les commandes, il y a une garantie 100 jours, sans frais pour retourner les commandes, tous les articles du pack doivent être retournés ensemble. Aucun retour ou remboursement partiel ne sera accepté. Alors, ne ratez pas cette offre, car avec Emma, c'est 10 ans de garantie, livraison et retour offert, sans nuit d'essai, donc vous prenez 0 risque. Tous leurs matelas, mais également les oreillers, s'adaptent à tout type de morphologie. Comme on l'a vu, ils ont été récompensés, et en plus, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais. Je vous cache pas que j'aimerais bien que sur les bateaux de la Marine nationale, on ait des matelas comme ça, parce que oui, le sommeil a un impact direct sur la sécurité des vols. Allez, jingle. Roger, ball. Nous sommes le 5 juin 2010. La veille, les Cotons, les Mirage 2000 se sont positionnés sur la base d'Istres depuis la BA115 d'Orange. En arrivant, ils ont fait une répétition, mais ils ont fait une répétition entre Mirage 2000. Ils n'ont pas pu recréer tout le tableau prévu le lendemain, qui consiste à voir un Epsilon décoller en premier, attendre une minute, puis faire décoller 2 patrouilles de 2 Mirage 2000, et ensuite un C-160 pour une démonstration dynamique qui va mettre en œuvre les capacités du Mirage 2000, mais également illustrer l'interception d'un slow-mo, comme on dit, un slow mover, un avion lent par un avion de chasse. C'est une démonstration toujours très impressionnante, que vous avez peut-être d'ailleurs vu au Bourget avec un PC-21. L'objectif du décollage est très simple. Il va falloir avoir les 2 aéronefs, c'est d'ailleurs une addition pour la saison 2010, qui vont décoller en patrouille serrée, les 2 Mirage 2000 de tête, et monter avec une pente à cabrer de 50 degrés. Alors ça tombe bien, je peux vous en parler parce que c'est exactement ce qu'on faisait avec la démonstration tactique du Rafale à partir de 2015, alors que le leader de l'époque a décidé de rajouter ça. C'était d'ailleurs pour la première fois à la Feria de Nîmes, où j'étais numéro 2. Et donc je sais ce que c'est qu'être numéro 2 dans une montée à 50 degrés, et je vous cache pas que la première fois que je l'ai fait, personnellement, j'ai crié dans mon cockpit parce que c'était assez ouf. Et pourquoi c'est ouf? Parce qu'en Rafale, vous êtes incliné par rapport à l'horizon de 30 degrés. Et donc quand vous avez une boule, comme on dit, à 50 degrés, rajoutez 30 degrés, physiquement, vous avez l'impression de monter aux arbres, d'être à l'angle droit. Et donc en termes de pilotage et de référence, c'est pas quelque chose que vous faites de manière courante, ça surprend un petit peu et ce n'est pas vos repères habituels de patrouille serrée. Maintenant, si c'est fait en toute intelligence et comme briefé, ça pose pas de souci. Si néanmoins la partition ne se joue pas
comme briefé. Si du côté du leader ou du côté de l'équipier, chacun essaye de compenser, fait des petites erreurs, la somme individuelle de ces erreurs peut se cumuler et d'un point de vue collectif, eh bien, ça peut amener à la collision. Avant de rentrer dans les détails, il est important de dire que notre équipage, le pilote leader, Coton Mike Lead, le numéro 1, a 38 ans. Il est chef de patrouille. Ça fait 13 ans qu'il a été macaronné pilote de chasse. 1920 heures de vol, dont 1535 sur 2000. On peut donc dire que c'est un Shiban, quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il est numéro 3 du Grand 2.5. Il est chef des opérations. Et ce jour-là, il va piloter un Mirage 2000C avec un bidon qui peut contenir 1300 litres de pétrole, mais qui en aura moins, qui aura environ que 200 kg à la mise en route. Son aéronef à 5636 heures de vol, c'est absolument énorme, hein, ça fait 5636 heures qu'il fonctionne très bien. Son moteur, 5000 heures, pareil, aucun souci. Son numéro 2, chef de patrouille également, c'est l'officier de sécurité des vols adjoint, 37 ans, macaronné en 97, 2500 heures, dont 1500 sur 2000, bref, énormément d'expérience aussi. À bord de leurs aéronefs, 3 tonnes 3 de pétrole, du F-34, 10 litres d'huile, et quand ils vont revenir se poser, ils auront 2 tonnes 5 et 2 tonnes 6 respectivement. Les conditions météo, c'est le sud-est, sont parfaites. Cave OK, sailing and visibility OK, il fait donc grand beau. Un vent du 190 pour 9 nœuds avec des petites rafales à 13 nœuds. C'est donc la piste 15 vers le sud qui est en service. Le numéro 2 a un Rafale 2000B. Néanmoins, il n'y a personne en place arrière. Sa cellule a 6384 heures et son réacteur 4043 heures. Et oui, on peut bouger les réacteurs, hein, ça n'a aucune incidence. Le matin, ils ont profité un petit peu du meeting et de la place. Ils ont mangé, ils se sont donc restaurés, ils ont assisté au briefing global. Et là maintenant, eh bien, il s'agit d'aller faire la mission. Le TB30 s'aligne sur la piste, suivi des 4 Mirage 2000 en 2+2 et derrière le C160. Le TB30 doit prendre de l'avance parce que sinon les 2000 vont le manger, vont le rattraper. Et donc c'est 1 minute qui est décidée entre le décollage du TB30 et le décollage des 2000. Les 2000 ont prévu de décoller patrouille serrée, 50 degrés boule, à 5000 pieds, réduction vers PC Mini, virage à l'opposé du sens de l'équipier, de manière à ce que l'équipier vienne glisser naturellement en position de colonne. C'est bien pensé, c'est réfléchi. Toute la démonstration est validée par la chaîne hiérarchique. Ils ont pu faire 4 entraînements, ce qui est pas mal hein, pour une démo tactique. Nous, on n'avait pas autant d'entraînements dans la chasse embarquée dans la marine. Et donc, il n'y a aucun voyant rouge. Tous les voyants sont au vert. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'insiste encore sur l'expérience de ces pilotes. On a affaire à des pilotes qui sont instructeurs sur Mirage 2000, qui font ça depuis des années, qui savent faire, qui volent entre eux, qui sont de la même génération. Donc vous ne pouvez pas vous dire que là, on n'a pas pris la crème de la crème. Il s'agit de la crème des pilotes de Mirage 2000. Et donc s'ils se touchent, c'est que n'importe quel autre pilote aurait pu se toucher et que ce qu'on s'apprête à débriefer, c'est une énorme chance que l'armée de l'air partage sur ses retours d'expérience parce que, j'insiste encore, s'ils se sont fait avoir, on aurait pu se faire avoir. Les pilotes sont alignés sur la piste, ils ont 2 postes radio, le poste vert et le poste rouge. Le poste vert, c'est un poste qui peut soit faire du VHF, les fréquences avec les civils, soit du UHF, fréquences militaires, et le poste rouge, vert pour VHF, hein, le poste rouge, c'est UHF seulement. Sur une fréquence, ils sont avec la tour, qui gère également le meeting aérien. Sur l'autre fréquence, ils sont sur l'interpatrouille. Si je veux parler à mon 2, je lui parle sur l'interpatrouille. Si je veux parler à la tour ou au meeting, j'appuie sur l'autre bouton. La piste devant eux fait 3750 mètres. C'est une des plus longues pistes d'Europe. Je vous rappelle que Istres servait de dégagement à la navette spatiale américaine, 60 mètres de large, et au nord, donc derrière eux, il y a en plus 1200 mètres de prolongement occasionnellement roulable. C'est le premier meeting de l'armée de l'air de la saison. Ils sont alignés. Début de séquence. Les avions sont légers. Pour pouvoir rester sur la piste, il faut freiner. La position de frein n'est pas confortable. Le leader va donc décider de mettre son frein de parking alors qu'ils sont alignés sur la piste, le temps d'attendre que l'Epsilon parte. Pour éviter de l'oublier, il ne va pas appuyer sur le petit répétiteur panambre, il va le laisser allumer, comme ça vous avez le voyant ambre parc, frein de parc mis, et le répétiteur panne ambre qui est présent également. Le leader vérifie tous ses paramètres de vol, et là,
il prend une décision pour le moins discutable au vu des critères de 2020 et plus. Je vous rappelle qu'on est en 2010, c'est absolument pas jugeant. Sur les avions aux commandes de vol électriques type Mirage 2000 ou Rafale, vous avez des sélecteurs pour ce qui est des commandes de vol. Quand vous avez un avion qui n'a rien sous les ailes et qui n'a plus de pétrole dans son bidon ventral, vous passez en configuration RR. Ça vous donne le maximum en taux de roulis, le maximum en facteur de charge, un aéronef très nerveux. Dans la marine, sur Rafale, il était interdit de passer en RR, en store RR comme on dit, si l'avion n'est pas dans cette bonne configuration. Vous risquez d'abîmer l'aéronef. À partir du moment où vous avez du pétrole dans le réservoir ou des choses sous les ailes, vous êtes en store 1 ou store 2 sur Rafale. Vous avez l'équivalent sur 2000. Et donc là, parce qu'ils ont 200 kg de pétrole dans le bidon, ils sont censés décoller dans une loi de commande de vol qui n'est pas RR, qui est sur 2000 charge. Le pilote, commandant de bord, décide au sol de passer sur RR alors que normalement, il doit être sur charge. Ça va donc créer une panne, un indicateur ambre dans son cockpit pour lui signaler qu'il n'est pas dans le bon mode parce que l'avion est intelligent et le détecte. Néanmoins, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que vous décollez avec seulement 200 kg de pétrole, vous commencez à lever le nez, ça monte, ça monte, ça monte, vous consommez le pétrole, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ding! Vous avez une panne ambre qui apparaît parce que vous êtes en charge alors que maintenant vous devriez passer en RR. Donc c'est probablement pour réduire sa charge de travail dans 30 secondes que le pilote a décidé d'anticiper et de passer sur RR. Or, problématique, ce n'était pas briefé avec son 2, donc on va avoir le leader avec un 2000C qui va décoller avec un avion ultra nerveux en mode compétition RR et un numéro 2 avec un avion en mode charge et donc un taux de roulis limité par les commandes de vol électriques par l'informatique qui est inférieur et un avion beaucoup moins nerveux. Vous préférez avoir le leader moins nerveux et le 2 plus nerveux que l'inverse, et là c'est l'inverse qui va se faire de manière non briefée, d'où ce point de retour d'expérience intéressant à partager. Une fois que le leader passe sur charge, eh bien il y a cette panne qui apparaît et il va appuyer sur le bouton ambre, appuyer sur le répétiteur de panne, ce qui va faire disparaître dans son cerveau le rappel pour le frein de parking. Le leader ordonne la mise en puissance, tout le monde vient mettre la puissance, ça accélère, les paramètres moteurs sont bons, chacun vérifie son aéronef, on regarde son équipier, on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite, rien d'apparent. L'équipier donne le pouce en haut, le leader met la tête en arrière et donne un coup de tête. Au coup de tête, ça veut dire lâcher des freins. Problème, instantanément, le 2 commence à aller plus vite que le leader. Pourquoi? Parce que le leader a oublié son frein de parking. C'est un Shiban, c'est un ancien, rapidement, paf, il va chercher le frein de parc, il le fait sauter. Mais cette petite seconde, cette impulsion initiale différente fait que l'équipier a pris de vitesse le leader et le double par la gauche. Alors là, normalement, quand vous êtes équipier, que vous doublez le leader, vous annoncez que vous doublez, vous prenez votre tête, vous arrêtez de regarder le leader, vous regardez droit devant vous, vous prenez le décollage à votre charge. Ça, c'est parce qu'il est passé devant. Or, il y a une pression. Cette pression, c'est quoi? C'est celle de vouloir bien faire. Il y a du public, il y a les familles dans le public, ils sont là pour faire une mission, faire un beau décollage patrouille serrée qui marche bien, pas pour faire n'importe quoi entre deux instructeurs dès le début. Donc il y a cette pression sur les épaules de l'équipier qui va décider de sortir les aérofreins, de freiner son avion pour relaisser passer le leader en tête. Il va le faire, mais ce faisant, il va détruire son bilan énergétique et il va se retrouver à culer, à ne pas réussir à s'arrêter au bon endroit. Il va donc faire l'annonce standard quand vous n'arrivez pas à suivre votre leader au décollage. Il va demander des tours, ce que le leader va faire. Il va réduire un peu la puissance de son réacteur pour aider le 2 à ne plus culer et ainsi à réussir une rotation ensemble. On se retrouve donc avec une course au décollage qui n'a vraiment pas été facile. Ça décolle tant bien que mal, ça rentre le train, maintenant c'est PCPC et ça remonte. Sauf que le 2 a pris un énorme pic d'adrénaline, le leader aussi sûrement, chacun se sent responsable d'avoir fait une erreur dans sa cabine, le leader avec le frein de parc, le 2 parce qu'il a doublé son leader, parce qu'il n'a pas respecté la procédure qui va bien derrière, donc on a deux pilotes qui se sentent coupables, qui essayent, sans communiquer, de faire une patrouille serrée proche, et là, le 2, comme on dit dans l'aviation, il en chie, il n'arrive pas à bien se stabiliser, et c'est augmenté par le fait que notre numéro 2, il est en commande de vol charge, là où le leader, il est en commande de vol RR,
et ça n'aide pas. Petit retour d'expérience de ce type de montée que nous on faisait sur Rafale, eh bien c'est que le leader parlait à son équipier pendant la montée, on disait je cadence, je cadence, je cadence, chose que fait la patrouille de France excellemment bien, et nous on avait pris un petit peu le retour d'expérience de la patrouille de France pour accompagner l'équipier lors de cette montée parce que c'est vraiment pas naturel de se retrouver au décollage à monter comme ça 50 degrés néo. Et là, ils ne communiquent pas, ils n'ont pas encore eu ce retour d'expérience-là. Et donc, c'est extrêmement dur pour le 2 qui a du mal et va se retrouver à se rapprocher avec trop de vitesse relative du leader au moment où le leader annonce qu'il passe de la pleine post-combustion à la post-combustion minimum et qu'il part en virage. Et en faisant ça, eh bien, le numéro 2, ça part en virage à droite, le numéro 2 est sur la gauche, et le numéro 2 arrive avec trop de vitesse, il décide de monter, sauf qu'au moment où il commence à monter, le leader part en virage et paf, ça touche. Le 2 l'annonce de suite, il dit qu'ils se sont touchés, fin de la mission à ce moment-là, et retour en individuel, posé. Alors, je ne vais pas vous dire pas cassé, parce que le D1000C, l'avion du leader, il a l'aileron gauche externe et la partie gonio qui est abîmée. Le 2000B, l'avion d'équipier, il a son bec externe droit et son bec interne qui sont abîmés. Le bec interne est carrément troué, mais ils ont fait ce qui était juste. Ils ont décidé d'interrompre le vol et de revenir se poser en toute sécurité. Alors le compte-rendu du bureau enquête-analyse est extrêmement intéressant. Il nous rappelle que pour pouvoir être dans la démonstration aérienne, il faut 1 an minimum à l'escadron, être chef de patrouille, notre plus haute qualification, et être volontaire. Également, ça nous rappelle que Coton Mike 1, le leader, c'était sa première démo. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais entendu dans la marine de pilote faire la première démo de sa carrière en tant que leader, et que le numéro 2, il n'en avait qu'une seule à son actif. Donc on est sur une équipe qui a très peu d'expérience. Je connais certains des membres des Coton Mike d'avant, qui étaient des pilotes qui avaient énormément d'expérience. Il y a probablement eu un Rotary, comme on dit, au niveau du personnel. 4 entraînements, c'est bien, mais le BEA insiste sur le fait qu'il n'y avait pas de répétition générale et donc il n'avait pas identifié ce problème d'attente sur piste avec le frein de parking. Autre recommandation du bureau enquête, c'est le respect des procédures au décollage. On briefe ce qu'on fait, on fait ce qu'on briefe, on ne change pas les commandes de vol comme ça de sa propre initiative sans l'avoir briefé, sans commun accord ou même sans accord de la hiérarchie. Donc pour ce qui est de l'utilisation et de la discipline du frein, l'utilisation et la discipline des commandes de vol, l'utilisation et la discipline de la procédure de doubler, il faut un rappel vers la norme. Il rappelle également, il renvoie vers un accident qui a eu lieu en 2008 où un Mirage 2000D, un biplace, était sorti de piste et avait cassé son train parce qu'ils avaient décollé avec le frein de parc sur on. Alors ne vous étonnez pas, s'il est juste un petit peu tiré, ça peut être problématique. Nous, on en était arrivé dans la marine à avoir une procédure où si tu touches au frein de parking, tu gardes ta main dessus tout le temps. Donc si sur la piste, tu dois toucher au frein de parc, tu peux, mais tu gardes ta main dessus, tu n'as pas le droit de retirer ta main du bouton frein de parking. Ta main est collée au bouton, comme ça, il n'y a pas de risque que tu le lâches. C'est une procédure efficace qui a fait ses preuves et qui est, entre autres, le fruit du retour d'expérience de tout ça. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit bien dans cet événement aéronautique que même un équipage ultra entraîné, avec énormément d'expérience, quand on le prend et qu'on le met dans un contexte différent, démonstration aérienne, une source de stress différente, le moindre petit détail peut rapidement engendrer des problématiques. Le BEA renvoie vers la théorie de l'engagement. Un rappel que plus votre niveau d'engagement vers un objectif ou une mission est élevé, plus c'est difficile d'abandonner votre schéma d'action et d'accepter de prendre le décollage à votre compte, par exemple. Ils insistent sur l'effet public et l'effet famille ce jour-là. Nous l'avons vu dans l'aviation, par exemple un Typhoon qui fait une démonstration en Italie, qui vient taper la mer devant sa famille et malheureusement décédé. Ça peut arriver extrêmement vite et le seul moyen de se prémunir contre ça, c'est principalement la visualisation mentale, l'anticipation et la caritude autour des procédures. On ne doit rien changer par rapport à ce qui est briefé, on doit bien préparer chaque petit détail parce qu'on voit bien que le moindre petit grain de sable peut compromettre la sécurité de la mission. Je voudrais vraiment insister sur ce que nous apprend cet événement. Si des pilotes instructeurs avec plus de 13 ans d'expérience comme pilote de chasse se font avoir, je vous laisse imaginer dans notre quotidien l'impact que peut avoir un manque de préparation ou une succession de petits grains de sable
dans un travail d'équipe. C'est pour ça qu'il est indispensable de partager sa conscience de sa situation et son plan d'action. Et dans un cas comme ça, parler, si le leader avait par exemple annoncé à la radio à son 2, c'est pas grave, reste en FMO, reste à environ 150 mètres, s'il avait baissé le niveau d'exigence à cause d'un départ un peu catastrophique, eh bien, ça aurait sûrement permis à la mission de se dérouler en toute sécurité. Vous devez en permanence, quand vous attaquez une mission, bien comprendre quel est l'état final recherché. Et ce que je briefais à chaque fois en démonstration aérienne, c'est que notre objectif aujourd'hui, en tant que démonstrateur tactique, c'est de mettre les avions en l'air pendant tout le créneau demandé par l'état-major. En fait, on se rend compte que 80% du public dans un meeting aérien est satisfait s'il voit voler les aéronefs. Que l'on soit en patrouille serrée à 2 mètres, à 5 mètres, à 7 mètres, à 10 mètres ou même en formation militaire d'attaque à 150 mètres, 80% des gens s'en fichent. Vous allez commencer à vous adresser, si vous faites du pilotage très fin, à peut-être 10 à 15% des gens qui sont présents dans le public. Ils vont se dire « Oh, c'est propre, c'est très professionnel, c'est très proche ». Mais que vous soyez à 2 mètres ou à 6 mètres, ils s'en fichent. Au final, cette recherche de l'ultra-précision, c'est faire augmenter vos chances d'abordage de manière exponentielle pour un retour sur investissement qui est extrêmement faible. Et même si dans l'armée, nous n'avons pas une grosse culture du ROI, du retour sur investissement, c'est indispensable de le comprendre en tant que présentateur. Vous êtes là pour faire plaisir aux gens, vous êtes là pour faire un show. Qu'est-ce qui fait que ce show est réussi? Ce n'est pas réussir à être collés les uns aux autres de manière ultra technique. Oui, vous ferez plaisir à 2% des gens. Vous êtes là pour les 80% qui veulent voir des avions. Faites votre démonstration en toute sécurité, même si ce n'est pas tout ce que vous pourriez donner en tant que professionnel. Montrez-leur que vous savez mettre votre ego de côté, diminuer le niveau d'exigence si besoin, pour assurer le spectacle comme demandé par le client, par l'état-major et en toute sécurité pour vous, le matériel. Je vous rappelle que notre devoir en tant que militaire, c'est également la sauvegarde du matériel et des ressources humaines. Et ça, c'est indispensable d'y réfléchir avant chaque vol. Quel est mon objectif? Quel est mon état final à rechercher? À quoi ressemble une opération réussie? Faire preuve d'empathie, se mettre à la place du public et construire sa démonstration aérienne pour le public et non pas pour soi, son plaisir personnel en tant que pilote. Nous ne sommes pas là pour ça dans ces missions-là. Lose sight, lose the fight. C'est très vrai en combat aérien, c'est très vrai en patrouille serrée, mais c'est également très vrai par rapport à la mission. Si on oublie notre raison d'être profonde sur le vol, eh bien c'est illusoire de croire que toutes nos décisions pourront y être parfaitement alignées. Et je pense que si ce jour-là, le pilote y avait pensé, lors de cette montée, en voyant que son 2 pompé n'y arrivait pas, il y aurait dit « reste à 5 mètres, reste à 10 mètres, détends-toi » et ils auraient temporisé sur la volonté de faire une patrouille serrée qui, de toute façon, quand vous êtes à 5000 pieds, n'impacte pas du tout le public car vous êtes trop loin et les gens ne s'en rendent même pas compte. J'espère que vous verrez des parallèles avec votre vie de tous les jours. La loi de Pareto, 80-20, faire simple, KISS, keep it simple and stupid. Kelly Johnson nous rappelle ça souvent. Grand ingénieur américain. Allez, j'arrête là. À bientôt en conférence, à bientôt sinon en workshop. On peut vous faire d'ailleurs piloter en patrouille serrée, étagement, retrait, écartement, sur des workshops en présentiel, dans votre entreprise, en team building. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter sur debrief.org. Je vous dis à très bientôt et fly safe.